vous avez dit que vous êtes historien, et je pense qu'il y a partout un peu dans la France qu'on utilise méthode Freinet dans les collèges et au lycée. Est-ce que vous pensez qu'un jour c'est possible ou à l'université appliquer ça? C'est intéressant parce que pas parce que je suis en histoire, hein, mais parce que je pense qu'il faut poser la question et il y a une voie de réponse qui est celle-ci, c'est-à-dire c'est extrêmement intéressant de savoir que c'était des choses qu'on a mis sur la table pour les appeler vite les années 68. C'était quand même le côté, on va bousiller tout ça avec le mandarin et le machin, et on va trouver un mode, alors on l'appelle pas la méthode Freinet spécifiquement, mais où on fait une sorte de co-apprentissage, où on part du principe que d'abord, l'autonomie de l'étudiant est une fin et non pas un début. C'est-à-dire que la chose vers laquelle l'enseignement doit tendre, c'est l'idée qu'à la fin, l'étudiant pourra, un tant soit peu, se diriger dans le monde de manière autonome. Ce qui est l'inverse de ce qu'on présuppose. Aujourd'hui, on présuppose qu'il est autonome dès le début, qu'il est capable de faire ses choix et machin, et qu'on va lui apprendre rien, puisqu'il est... Voilà. Bon. Mais c'était surtout le versant sur la coéducation, c'est-à-dire on met sur la table la possibilité d'un apprentissage qui serait autonome, c'est pas le mot, mais il est inscrit, ça y est, c'est trop tard, qui viendrait de l'étudiant lui-même, c'est-à-dire le mode de fonctionnement soit par petits groupes, soit de... moi j'aimais bien l'éducation mutuelle, l'idée de l'éducation mutuelle qui nous ramène à la fin du 19e, mais... Bien sûr que c'est possible à l'université. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est d'abord, moi j'ai pleuré quand, c'est imagé, quand on dit aux enseignants, aux collègues, mais vous savez, l'idée qu'on ait des cours magistraux et des travaux dirigés ou des travaux pratiques, je veux dire, ça a une histoire. C'est pas de toute éternité qu'on aurait besoin de cours magistraux et de travaux dirigés. C'est un non-sens de penser ça comme ça. Moi, par exemple, je suis pour la suppression des cours magistraux, qui, les trois quarts du temps, servent strictement à rien. On sait même pas à qui on les... Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est à inventer. Là, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants disent, par exemple dans le cas de l'histoire, c'est terminé, on peut plus apprendre, leur filer un texte, à faire un commentaire de texte, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc bien sûr que c'est possible, mais le problème c'est ça, c'est comment est-ce qu'on s'en empare ? En sciences de l'éducation, il y a des expérimentations universitaires, par exemple à Paris 8, où ils se sont débarrassés des niveaux, alors à tort ou à raison, mais des niveaux d'abord du cours magistral TD, c'est-à-dire que le savoir se produit à égalité entre l'étudiant qui a fait une recherche avant de venir et l'enseignant, sur le mode interactif. Exactement l'inverse de ce que j'ai fait là, c'est-à-dire sur un mode interactif, et on pose des questions et ça fait avancer non seulement la compétence de l'enseignant, mais aussi la compétence de l'étudiant. On sait donc plus de cours magistraux, pourquoi pas, et il y a quand même un diplôme à la fin et les étudiants n'ont pas l'air malheureux. Bien au contraire, voilà, il y a beaucoup de choses possibles. En réalité, le seul frein à importer des méthodes les unes ou les autres, c'est de se dire que les choses seraient fixées, qu'on n'en bouge plus. Alors l'autre problème est la professionnalisation. C'est-à-dire que plus on professionnalise, et moins il y aura d'espace d'inventivité pédagogique, parce que de toute façon, c'est plus de la pédagogie. Voilà. Mais la vraie limite, elle est... est-ce qu'il y en a vraiment une ? Moi, je vois pas un enseignant qui inventerait un nouveau... Si, il va se faire taper sur les doigts par ses collègues, mais... ça existe. Moi, j'ai des collègues qui me disent en histoire, ça y est, c'est terminé, on s'est débarrassé du fameux fascicule de texte et machin. Voilà, Jaurès, on s'en fout. Et voilà, on est dans l'espace, ils viennent avec des questions, et voilà. Tout est possible. Oui, juste une chose quand même sur les cours et les cours magistraux. C'est qu'un cours magistral, ça coûte moins cher que des TD. Ah, c'est très juste. Non, mais... Oui, très, très juste. C'est-à-dire qu'un cours magistral, il faut un prof pour 400 étudiants. Un TD, il faut 40 intervenants. Non, ouais, c'est très juste. 10. Oui. 10, pardon. 10, oui. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est... Sauf que il se pose la question du... il y a aussi en termes... Mais je pense qu'il faut la poser... si on la pose en termes comptables, ce que font les universités aujourd'hui, bien entendu. Voilà, bien entendu que ça se pose comme ça. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, c'est pensé comme ça. C'est pensé comme ça. C'est-à-dire, effectivement, les innovations pédagogiques, etc., n'existent plus. Ouais. Peuvent se faire aussi avec des moyens derrière. Et quand on parle de moyens humains... Oui, de moyens humains. Ouais. Voilà. Alors, oui, ouais. Il faut plaider pour ça. C'est-à-dire, il faut. Mais de la même manière, je pense que ça vient aussi des étudiants, la capacité d'écouter ce que les étudiants.
c'est pas un mythe que d'avoir des étudiants amorphes parce que ça les intéresse pas du tout. Mais je pense que le mode le défaut de pédagogie va en s'accentuant, c'est-à-dire l'idée qu'on fait de la masse, le nombre de collègues qui sont ravis parce qu'ils ont un amphi de 600. C'est-à-dire, t'as combien? T'as 250. Ah, moi j'ai 600. Mais c'est proprement ahurissant. C'est-à-dire, quel type de... On sait absolument pas, mais ne serait-ce que ça, on sait absolument pas, en un coup d'œil, ce qui va être... Voilà, je lis une phrase de mon cours, ou je dis une phrase de mon cours, je sais absolument pas comment elle va être comprise là-bas, 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 là-bas. Alors, on sait très bien qu'elles sont comprises différemment, dans des registres différents. Le TD, je dis pas que c'est parfait, mais ça amenuise, déjà parce qu'il y a la possibilité de prendre la parole de l'étudiant s'il n'a pas compris ou s'il a compris de travers, mais ça amenuise l'effet de dispersion. Alors là, en l'occurrence, on va vers des trucs de plus en plus gigantesques, bien entendu, jusqu'à la numérisation, pourquoi pas. Alors là, on est dans un registre pédagogique qui est, je ne devrais même pas l'appeler comme ça, enfin qui est un non-sens, ouais. Vous parliez tout à l'heure du classement des universités prestigieuses. Moi, je voudrais revenir à ce que coûte un étudiant français. Voilà, vous n'avez pas cité ces statistiques-là, et je trouve que c'est très, très parlant. Je l'ai quelque part. Parce que c'est épouvantable. Pour moi, c'est épouvantable. Je l'ai quelque part. Alors là, je vais vous dire des approximations. Et surtout, je vais découvrir qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Mais je l'ai mis quelque part, ça. Déjà oui, le fait, alors je sais plus depuis quand on fait ça, le fait oui, de se demander combien ça... À la louche, c'est 8500 € à l'année pour un étudiant. Ça doit être 10 000 pour un élève de grande école et 12 000 pour une classe prépa. En gros, l'ordre d'idée est à peu près comme ça. Mais c'est vrai que c'est hallucinant d'imaginer un jour, d'imaginer un univers de savoir dans lequel on se dit, j'ai un étudiant là, et ben là il me doit 8 000 €. Et à la fin de l'année, ça leur a coûté 8 000 € à la collectivité. Ben non, c'est hallucinant quand même d'arriver à ça. Moi, c'est des trucs, quand j'étais étudiant, enfin, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas simplement que ça se faisait pas, c'est que ça n'a pas de sens. Qui peut penser les choses comme ça? Aujourd'hui, c'est banal. En plus, on en fait des outils de stratégie. Les universités, les présidents d'université en font des barèmes de rentabilité de l'université. C'est hallucinant. C'est devenu ça. C'est devenu un langage, c'est devenu un univers d'argumentation qui devient banal, qui devient... Voilà. Ou telle formation. Alors, ça coûte combien? Ça rapporte combien? C'est dingue. Et j'ai pas parlé, oui, des co-formations. Je renvoie au bouquin parce que je l'aimais bien. C'est pour ça que je l'ai reproduit pas tout à fait en entier, parce que l'éditeur m'a dit ah, ça fait longtemps. Mais sur le fameux copilotage des formations par le patronat français. C'est-à-dire que c'est une marotte depuis une dizaine d'années d'entendre que l'université, de toute façon, ça forme que des gens qui sont hors du monde et ça sert à rien. Comme disait notre ministre Fioraso, ça forme les 4 ou 5 spécialistes de Proust qui se réuniront dans un coin, et puis voilà. Bon, en gros, ça sert à rien. Et depuis plusieurs années, on nous parle du copilotage des formations. Ça veut dire quoi? En gros, de faire rentrer l'univers des besoins de l'entreprise, ou des besoins de l'entreprise, pour dire les choses simplement, dans l'univers de la formation universitaire, donc des étudiants. Et alors, il y a plein de ramifications, notamment une qui est financière, qui est combien ça coûte, combien ça rapporte. Et moi, si je vous fais un étudiant à 8 500 €, il faut que j'ai une retombée, machin. Donc, c'est devenu des barres. Mais ce serait risible, et je vous renvoie au dialogue. À un moment donné, on a été le gouvernement, là en l'occurrence, c'était Fioraso. Fin 2000, elle était encore en poste. Fin 2013 ou début 2014, j'ai oublié le nom de cette structure bizarre qui devait servir à prévoir les besoins des entreprises dans 10 ans pour pouvoir orienter l'offre d'études pour les étudiants. En gros, on aura besoin de tant d'informaticiens. Ah bah attendez, il va nous falloir tant. Ou on aura besoin de... Bon, et il y a une interview dans un journal très porté sur les choses pédagogiques, évidemment, Les Échos, qui avait eu l'idée d'organiser au moment de l'organisation de ce truc-là, une interview croisée entre Gattaz qui arrivait juste, et Fioraso. Mais c'est ubuesque, c'est-à-dire où il nous explique, d'ailleurs c'est pas tant ce qu'il nous explique qui est grave, où il nous explique effectivement de tout temps l'université c'est pas adapté, c'est pitoyable, ça forme quoi, 4 ou 5 qui se destinent à l'enseignement, et puis pour le reste c'est nullissime. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les chaudronniers, c'est les électriciens de demain, c'est les machins. Bon, à l'université,
tiquer un peu. Non, Fioraso, pas du tout. Elle embraye en disant mais c'est exactement ça, on est sur le même truc. Et l'interview dure comme ça à la fin sur le truc du... Alors il rajoute quelques trucs sur le corporatisme des enseignants que ça va pas, mais où ils étaient tombés d'accord sur l'idée que de toute façon l'avenir c'est ça. La formation universitaire doit être décidée du côté du patronat. C'est au-delà même de combien coûte un étudiant, on est sur le mais qu'est-ce que c'est que ça? Sans oublier que les universités comptait, enfin, dans le schéma, la structure globale dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était un peu du donnant-donnant. On fait rentrer le patronat dans le conseil d'administration des universités, on fait des diplômes, par exemple Strasbourg, il y a un diplôme de STAPS qui sert... Alors lui, il est très bien cadré, c'est-à-dire il y a 30, pas tout à fait, 23 gamins qui sortent tous les ans avec leur truc, là un master professionnel, je sais pas quoi, et ils vont, donc c'est le master Decathlon, STAPS, ils vont dans les magasins Decathlon à faire tel truc d'ingénierie pour inventer les godasses, c'est très bien, mais ça va loin dans... Est-ce que c'est le rôle de l'université de faire ce genre de truc, de former les... Bon, et on va très loin dans le j'ai perdu le film, mais on va très loin dans cette forme de copilotage, si je l'ai retrouvé, qui était du donnant-donnant. C'est-à-dire l'idée, c'était rapprocher l'entreprise des universités et l'université des entreprises. Or, quand on regarde, non seulement ils recrutent pas dans les formations professionnalisantes qui ont été ouvertes, pour la plupart, ils continuent à prendre soit dans les écoles d'ingénieurs, soit pour leurs cadres et autres. Bon, en tout cas pour les métiers sur lesquels ils demandaient à ce que les universités investissent beaucoup. Et surtout, le retour d'investissement, c'est-à-dire, et c'est tant mieux, mais en tout cas, si on avait joué le jeu, il aurait fallu ça. La part des entreprises, des financements d'entreprises pour les financements, qui correspondent au financement des universités, est pratiquement nul en France. D'abord parce qu'ils ont des universités d'entreprise, ensuite parce qu'ils ont des partenariats avec les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce ou les écoles de tout ce que vous voudrez. Ce qui arrive à l'université, c'est quantité négligeable. Or pourtant, on a professionnalisé, mais au plus haut point. C'est ne serait-ce que, je sais pas, je suis pas ministre, mais ne serait-ce que cet indicateur-là, qui paraît valoir un peu mieux que combien coûte un étudiant à l'année, là c'est un gâchis épouvantable. Donc on a professionnalisé, mais pour qui alors? Pour faire quoi? C'est très inquiétant. Et alors oui, ici une chose dont j'ai pas parlé, mais parce que j'ai fait le bouquin aussi pour ça. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Je peux pas m'empêcher de croire et d'imaginer qu'à un moment donné ça va péter et que les mouvements étudiants, les mouvements de précaires, les mouvements d'enseignants qui ont existé sont nécessairement porteurs de quelque chose qui sera différent. Mais je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de cet état de destruction et ensuite se dire, c'est pour ça qu'il y a les propositions à la fin du bouquin, elles valent ce qu'elles valent, mais enfin, elles valent pas pour elles-mêmes, elles valent pour l'idée qu'il faut mettre des choses sur la table. Voilà, il faut balancer et surtout se débarrasser de ce qu'on a, cette fameuse économie du savoir là. On est mal barré. Donc voilà, voilà, je sais pas. Oui, je disais que les mouvements sont importants parce qu'ils ont existé au Chili, parce qu'ils ont existé au Canada, enfin au Québec, parce qu'ils ont existé en Afrique du Sud. Au Chili, ça a duré 10 mois, des grèves successives où il y a les étudiants, il y a des universitaires et des parents dans la rue. Voilà, ils ont obtenu à la fin quelque chose qu'ils demandaient, d'autres choses qu'ils ne demandaient pas, mais ils ont obtenu la gratuité, parce qu'au Chili, on avait été très loin dans la privatisation de l'enseignement supérieur public. Ils ont obtenu en partie. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est pour ça que c'est pas tout noir non plus. Je pense qu'il y a des manières d'inventer, et je suis très... alors c'est de la naïveté probablement, mais je pense qu'il faut avoir vu une forme d'occupation d'université pour voir ce qu'il en ressort. Ou espérer qu'il va en sortir autre chose, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, quand je disais tout à l'heure faire comprendre, ça suffit pas. Ce serait pas mal que ça serve aussi d'outil pour faire agir et qu'il se passe des choses, quoi. Je sais pas. Ouais, peut-être par le faire savoir, mais j'ai bien peur que ça suffise. Il n'y a pas de syndicat à l'université pour si, peut-être certains qui seraient mieux placés que moi pour en parler, mais si, bien sûr qu'il y a des syndicats à l'université, comme partout. Donc très bien, ils pourraient faire évoluer les précaires et en parler. Les précaires, le problème, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut s'imaginer que les précaires sont conçus comme quelque chose, une espèce d'à côté. C'est-à-dire que les priorités sont pas sur les précaires, quel que soit le syndicat. Il y a quelques collectif de précaires. C'est très compliqué d'ailleurs. Essayez de regarder ce que c'est qu'un collectif de précaires. D'abord, il est local, c'est-à-dire il y a un collectif de précaires à Lyon, il y en a un seul ou un et demi qui est national, mais et qui sert à faire une espèce de caisse de résonance qui en fait est un site internet participatif, c'est-à-dire qui, dès qu'il y a une information sur voilà, moi je viens de me faire virer après oui, parce que je l'ai pas dit, mais aujourd'hui comme on n'a plus le droit de dépasser 6 années de contrat dans la fonction publique
en général, mais dans l'université sans être titularisée, c'est plus tout à fait vrai, mais celle l'a été. Les universités qui se retrouvaient avec des vacataires 1 an, puis 2 ans, ou des post-doc 1 an, puis au bout de 6 ans, on les ont virés. Donc il y a eu des mouvements quand même de ceux qui se sont retrouvés, des pétitions, et donc les sites internet servent à ça. Mais le mouvement des précaires est inexistant. C'est vraiment l'hiver dernier. J'étais dans le bouquin, donc j'ai vraiment suivi de près. Entre le mouvement des vacataires de droit de l'université de Lyon 2 et le mouvement des vacataires de sciences économiques de Bordeaux, il s'est rien passé. Il n'y a pas ou de sciences politiques, je sais plus. Il n'y a pas eu de passerelle. Il y a rien. Il se passe rien. Et donc, il faut bien comprendre la priorité des syndicats. Elle n'est pas là-dessus. Elle n'est pas là-dessus parce qu'il y a tellement de problèmes partout que évidemment elle n'est pas là-dessus. Et puis parce que voilà, c'est des syndicats, ils sont élus par les statutaires, ils sont pas élus par les vacataires. Hein. Oui. Ah oui, le micro, oui. Moi, je suis revenue avec quelques éléments. Et si j'ai bien compris aussi, c'est que les présidents d'université maintenant, ils font évacuer sur les campus, quand il y a des étudiants qui se révoltent, et du personnel précaire, mais de base, pas forcément les enseignants. Ils font évacuer. Et maintenant... certains feraient même leur conseil d'administration à distance de l'université. Voilà. Donc c'est pas facile non plus pour les syndicats de réagir parce que ils sont défendus avec un cordon de CRS. C'est très vrai. Non, mais c'est très vrai. Et ça participe. Oui, c'est très vrai. Et ça participe d'une forme de c'est ça. C'est-à-dire, ça fonctionne pas comme un univers. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire même s'il est idéalisé, le moment où on voit se mettre il y a un siècle. Je suis historien, ainsi que c'est pas grand-chose. Où on voit se mettre en place un modèle d'université qui est, c'est pas du tout autogéré ou de l'autogestion, c'est pas ça, mais qui fonctionne avec un monde professionnel, c'est-à-dire il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens, et c'est les pairs qui décident pour les pairs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus. Ça veut dire que machin il veut faire un cours sur tel truc, le truc il est de l'école opposée, il va peut-être tiquer et ainsi de suite. Ou lui il veut être élu à tel. C'est pas le problème. Il y a plein d'enjeux de pouvoir et tout ça, mais il se trouve que le mode de fonctionnement d'un monde professionnel n'existe plus. C'est-à-dire, il y a vraiment aujourd'hui, je mets au défi quiconque ce que je disais tout à l'heure sur les listes, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de comprendre. Il y a une centaine de grandes, ne serait-ce que ça, faire le jeu. Il y a une centaine, on le sait officiellement, les rapports ministériels, il y a une centaine de grands groupes, banques ou grands groupes holding financiers ou autres, ou grands groupes industriels, une centaine de ces grands groupes qui sont aujourd'hui dans les conseils d'administration de nos universités. Bon, il y a 100 universités pour aller vite, ils ne sont pas tous chacun dans une université différente. Certaines universités les concentrent, d'autres il n'y en a pas. Bon, mais il y a une centaine de groupes. C'est extrêmement difficile de faire une carte, même approximative de mais qui fait quoi, où et comment est-ce qu'ils ont pu rentrer et qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'ils y font une fois qu'ils sont à l'intérieur. Je sais que ça a beaucoup râlé quand les anciens conseils d'administration qui eux étaient élus sur le mode professionnel se sont retrouvés déjà coupés en deux. On est plus 60, on est 30, mais sinon ça fonctionne plus comme un monde professionnel, c'est le cas. Et un président d'université à bout, c'est cruel, c'est-à-dire que pour les présidents, c'est cruel parce que c'est politique, mais les présidents d'université qui sont arrivés avec ça existe, qui sont arrivés avec beaucoup de bonnes intentions sociales ou autres, se retrouvent devant des formes de gestion qui sont managériales et qui ne fonctionnent plus comme un monde professionnel qui aurait à défendre, à produire et à diffuser du savoir ou de la connaissance. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire la moindre formation, il faut avoir pensé, ah oui, alors attends, c'est quoi le débouché ou c'est quoi les fameuses, pas grilles, mais les fameuses maquettes de formation, voilà, c'est là où on en est. Ouais. Et donc, effectivement, ça facilite pas du tout le mouvement. Mais ça procède de ce que je disais tout à l'heure, l'émiettement. Mais c'est vrai dans tous les domaines, c'est pas que universitaire. L'idée qu'on met en place, soit on nous dit c'est la crise et donc il faut accepter, et le nombre de choses qu'on accepte au profit d'une crise, beaucoup de ce qui relève du déficit des universités relève de ça. J'en parle. Le nombre d'universités, on nous dit elles sont en faillite. En réalité, c'est le report des frais de gestion de l'État qui n'a pas été. Ça marche comme le trou de la Sécu, c'est-à-dire c'est pas des trous de financement, c'est des besoins de financement habituels qui sont plus assurés. Ah bah d'accord, alors je me tais. Oui, voilà. Donc on n'est plus du tout dans la même logique et on n'est plus dans une logique pédagogique, oui, du tout, ni de savoir, du tout.